promotion, on va dire 40, 41. Donc, ici, vous voyez, il y a les élèves, anciens élèves avec les années de promo, donc qui sont morts dans un engagement régulier, c'est-à-dire dans l'armée. Et les élèves, ce sont vraiment ceux qui étaient à l'école au moment où ils sont morts. Trouver une trace à l'école des élèves, de tous les élèves et de toutes les personnes qui ont résisté, qui ont pu être décorées même à titre posthume. Non, rien n'a été fait. Okay. C'est un truc à faire, non? Merci. Donc. Mais du coup, il faut plus par année de promotion. Vous avez les promotions qui sont ici. Donc la promotion 37, promotion 38, promotion 39, donc il y a une régularité. Et après, vous avez promotion 41. À cause de la guerre, les élèves, pour la plupart, étaient réquisitionnés pour combattre. Donc ils n'étaient pas à l'école, donc il n'y a pas eu de diplôme cette année-là. Vu que c'est les annuaires des élèves diplômés, ça va être difficile de trouver des... On va pas trouver de toute façon de nom de résistants dedans. Vous ne trouverez pas le nom du résistant, mais vous pouvez avoir la liste des élèves. Et on a 46, mais je vois pas de 45, juste pour, j'aurais bien aimé voir. Je pense 46. Ah ouais, on voit donc une liste des élèves présents à l'école durant l'année de l'annuaire. Je crois que j'ai un truc, j'ai une liste des élèves morts pour la patrie, ensuite 46. Dans les anciens annuaires, tous les morts pour la patrie, donc de devoir professionnel ou pour la Première Guerre mondiale en général, sont référencés. On a une appellation spéciale pour la promotion? Normalement, oui. Je sais pas, c'était quoi déjà? Dans la succession Durand, des années. j'ai trouvé. Bollier, assassiné par la Gestapo à Saint-Étienne. Becca, de l'école des mines de Paris, assassiné par la Gestapo à Saint-Étienne également. Et Durand, EMP, mort en déportation. C'est même Durand, on a parlé tout à l'heure, qui est affiché là-bas. Peut-être un peu plus développé sur notamment les Bollier par exemple. Enfin, tenter de voir, ce serait peut-être bien de refaire son parcours, voir les lieux qu'il a fréquentés, la maison des élèves. Et de voir les lieux de torture. L'école, expliquer, plus voir son rapport avec les autres élèves, les résistants, les non-résistants, les professeurs. Après, d'autres lieux qu'il aurait pu voir, comme le maquis, la pharmacie, si elle est encore là, ce serait peut-être bien aussi d'aller voir comment peut-être qu'il y a peut-être même encore des vestiges. Donc qu'est-ce qui se passe en cette journée du 29 juin 1944? Donc il y a 2 élèves de l'école des mines qui ont comme projet de récupérer 8 pneus, 2 l'échéance et si possible 2 voitures. Donc il s'agit à l'origine de Lagneau et Becca. Au dernier moment, le jour même, il est décidé que Bollier, qui s'y connaît plus en mécanique, remplace Lagneau, qui lui va chercher un véhicule qui est dans le pilote. Donc les 2 élèves arrivent pour essayer d'aller dans le garage de collaborateurs, essayer de récupérer le matériel. Ils tombent sur un contrôle, une patrouille, le contrôle allemand. Ils sont arrêtés, ils sont contrôlés et à ce moment-là, ils ont sur eux des armes. Au moins un pistolet 11 mm d'origine américaine, peut-être un fusil mitrailleur. PK a comme réflexe, avec sa main, de repousser le fusil qui lui fait face, et le coup part, il va être blessé, il va être touché à la rate. Et à partir de ce moment, il saigne. Les 2 élèves sont arrêtés, ils sont repérés comme résistants. À partir de ce moment, les Allemands vont essayer de créer une souricière pour essayer de récupérer tous les résistants qui pourraient venir dans cette opération. Donc ils vont bloquer tout le quartier. Donc l'agneau n'est pas pris. L'agneau n'est pas pris in extremis grâce à l'école des mines. Un ancien élève qui fait plus partie de l'école mais qui connaît ses activités de résistants, qui habite Place Bellevue, le prévient, se précipite devant lui pour lui dire que ses 2 camarades ont été arrêtés et de ne surtout pas
continuer dans cette direction. L'agneau, reste par là. Il y a Beka et Beaulieu qui se sont arrêtés. Il y a les Allemands dans tout le quartier là. L'agneau décide de repartir et immédiatement de prévenir son chef direct de front de ville et surtout de prévenir le directeur de l'école des mines et tous ses camarades. Ils vont essayer de s'échapper dans l'idéal. Ils sont trop faiblement armés. Ils sont deux alors qu'il y a une troupe en face d'eux. Il leur reste très peu de possibilités. Il est hors de question d'engager le combat. L'autre possibilité aurait éventuellement été de se suicider. Ils avaient dans la poche un cachet de cyanure pour se supprimer et pas être attrapés vivants, toujours dans l'idée de ne pas parler et de ne pas livrer le réseau. Malheureusement, ils sont pris sans avoir le temps de réagir. Ils sont donc vivants et Beka est blessé. Ils vont attendre ici dans la souricière. Dès le soir, ils sont emmenés au siège de la Gestapo et du service ST. Et comment est-ce qu'ils sont fournis en cyanure? Ils ont trouvé où les cachets? Donc, les cachets de cyanure étaient préparés à la pharmacie Croix de Lorraine qui se situe dans le centre-ville et qui est un point central de la résistance stéphanoise où beaucoup de résistants échangent des informations. Là, en fait, c'était le quartier général du SD. Oui. Ça, donc qu'est-ce que c'est le SD? Donc c'est la branche des renseignements des SS. Donc ils sont spécialisés dans la collecte du renseignement. Donc c'est eux qui vont traquer les résistants, et particulièrement les résistants armés, dont les élèves de l'école des mines. Donc tous les hôtels de Saint-Étienne sont réquisitionnés soit par l'armée, soit par les services SS. Donc ici, en face de la gare, on avait l'ESD, le service de renseignement, et l'hôtel qui est juste à côté accueillait des soldats. Et Beaulier, il a été interrogé où? Ici ou Donc ici, Beaulier et Beka sont arrêtés le 29. On attend sur les lieux voir si d'autres personnes vont les rejoindre pour les arrêter. Une fois qu'ils lèvent la souricière, ils les amènent ici et ils seront interrogés. Donc dans la nuit du 29 au 30 et dans la nuit du 30 au 1er. Donc ce sont des interrogatoires très violents, très rudes. Le 1er au matin, on retrouve le corps de Beka vers Rochetaillé et les souffrances par contre de Beaulier vont durer plusieurs jours. Il va toujours rester ici, interrogé en permanence et tout le temps avec des sévices pour l'obliger à parler. Donc nous sommes devant la maison des élèves. Donc la première maison des élèves qui a été construite, elle date seulement d'avant la guerre, 1938. Donc les élèves, ils dorment et ils mangent. Et donc après l'arrestation des deux élèves de l'école des mines, Beaulier et Beka, les Allemands sont prévenus que des résistants sont présents qu'à l'école. Donc ils ont tenté d'agir sur l'école et sur la meute. Donc c'est le réflexe, c'est ce que va penser les résistants. Donc tous les autres élèves résistants de l'école des mines, plus le tourneur, le professeur, vont se sentir en danger et préventivement ne vont pas venir. Donc les élèves ne viendront pas la nuit du 29 au 30. Les Allemands vont venir seulement perquisitionner les chambres de Beaulier et Beka, donc ils connaissent l'identité, sans s'intéresser aux autres élèves, du moins pour l'instant. Parce que le lendemain, le 30, dès le matin, les élèves viennent vider leur chambre, parce qu'ils savent qu'ils ne pourront plus jamais revenir ici. Donc ils viennent vider leur chambre. Heureusement, ils le font le matin, parce qu'à 12 h, entre 12 et 14 h, quand les élèves rentrent pour venir déjeuner au restaurant, les Allemands font une descente, contrôlent l'identité de toutes les personnes et vont fouiller toutes les personnes. Donc tous les élèves de l'école vont se retrouver contrôlés, fouillés, plaqués contre le mur. C'est quelque chose qui est un souvenir très marquant pour tout le monde, parce que ceux qui n'avaient qu'une vague idée de la résistance vont sentir vraiment le danger que représentait faire de la résistance à l'époque. Est-ce qu'il y a eu d'autres actions des nazis sur la maison des élèves ou sur l'école directement? Alors, pas d'action directe
des nazis, des Allemands, de la milice sur l'école, parce que l'école et la maison des élèves étaient protégés par les résistants eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils évitaient d'avoir des activités liées à l'école et à la maison des élèves, justement pour ne pas mettre en danger leur base arrière ultime, c'est-à-dire le lieu où ils habitent, et pour ne pas mettre en danger leurs camarades. Donc on est ici dans la salle du conseil. C'est là qu'a siégé le directeur et aussi le sous-directeur Neltner. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces actions à l'école? Donc au début de la guerre, le directeur c'est Descombes. Il a assisté, son adjoint c'est Louis Neltner, et Louis Neltner à partir d'octobre 1943 va devenir directeur. Donc les deux personnes qui sont à la tête de l'école vont mener des actions de résistance, ils vont surtout couvrir la résistance. Quand vous parlez de couvrir les élèves, c'est quel genre d'action qu'il a mené? Donc il y a une première action qui va concerner tous les élèves, c'est-à-dire qu'avec l'aide de Pellerin Pelletier, il va organiser des descentes à la mine pour tous les élèves afin qu'ils évitent le service du travail obligatoire. Donc les élèves vont descendre au fond, travailler dans les mines 1 à 2 jours par semaine, et vont continuer leur scolarité sur les 4 autres jours de la semaine. Donc seul le dimanche n'était pas travaillé. Donc cette action concerne tous les étudiants de l'école. C'est pas lui qui faisait les papiers? Enfin, si. Pour la mine? Pour la mine, il fallait l'autorité du directeur en fait. Donc il fallait que... signait oui. C'était pas de faux papiers pour couvrir changer les identités, c'était pas lui? Si, aussi. Okay. Parce qu'il fallait l'autorité de l'école, donc il fallait quelqu'un qui ait le cachet de l'école. Donc à l'époque, le directeur, sous-directeur, il n'y avait pas toute l'administration autour. Donc c'était vraiment le directeur et le sous-directeur qui faisaient toutes les tâches administratives, donc c'est eux qui signaient pour le nom de l'école. Tiens, j'aurais besoin que tu me fasses une fausse identité pour Accard. On le mettra sous le nom de Lebrun. Et après, tu me feras une fausse identité pour les élèves à la mine. D'accord. Tiens, je te remercie. Très bien, merci. Je vais l'apporter. Donc si j'ai bien compris, c'est lui qui va, quand par exemple la maison des élèves, on sait que ça va être un endroit trop dangereux pour les résistants, c'est lui qui va permettre aux résistants de dormir à l'école. Effectivement. Donc c'est sous son autorité qu'il décide d'héberger les élèves à l'intérieur de l'école. Ce qu'il avait refusé pour ne pas mettre en danger le déroulement de l'école, il va l'accepter vu la situation. Donc les élèves vont dormir dans l'amphi et les armes vont être stockées dans une camionnette derrière l'école. Le seul acte de guerrier qui a été fait, c'est autoriser le maniement des armes à l'intérieur de l'école. C'était assez exceptionnel. Alors ça s'effectuait dans les lieux les plus isolés, les moins utilisés, donc c'est l'espace géologique dans le 2e étage de l'aile à droite et dans les greniers de l'école.
C'était pas inhabituel de se débarrasser de prisonniers. Une fois qu'ils ne servaient plus à rien, on s'embêtait pas, on les exécutait sur place. Les habitants locaux qui retrouvaient le corps qui était ici, et après il y avait une phase d'identification. Et l'identification de Beaulier n'a pas eu lieu tout de suite. Donc il y avait un corps inconnu, et c'est après que les résistants disaient bon il y en a un tel qui est disparu, on ne le revoit plus, il n'est pas prisonnier, il a dû être exécuté. C'est vraiment l'action des deux autres, qui sont d'ailleurs marqués en premier, qui étaient du coin. À mon avis c'est plutôt sous l'impulsion des deux familles qu'il y a eu quelque chose et qu'ils ont rajouté Beaulier. C'est plutôt dans ce sens qu'il y a ce monument, même si en fait c'est Beaulier le principal résistant. Et à l'école, la nouvelle de la mort de Beaulier, ça a été pris comment? Les résistants l'ont pas su tout de suite. Le premier, ils savent que Béca est retrouvé mort. Et Beaulier, ils les attendent 5-6 jours parce qu'en fait eux vont partir, donc ils ne seront pas au courant du sort de leurs camarades. Donc Béca, ils l'apprennent un petit peu après, et Beaulier ils le sont après au retour du maquis. Et mais sans doute, on sait qu'un résistant capturé, l'issue, c'est la mort. Cet assassinat de Beaulier, ça a été un choc pour ses camarades. Est-ce que ça leur a plutôt donné envie de résister plus, ou alors ça leur a fait peur plutôt et ils ont tout arrêté? Pour parler de la motivation des gens à s'engager, c'est très très dur. Même certains d'entre eux ont même du mal à expliquer vraiment pourquoi ils l'ont fait. Je dirais qu'il est probable que ça a pu jouer un rôle, mais il faut aussi voir que le contexte devenait aussi favorable. C'était quand même le débarquement, et je pense que c'est un ensemble. C'est-à-dire qu'en sachant qu'il y a une chance de renverser les Allemands, en voulant venger la mort d'un camarade, je pense que c'est des choses qui, combinées, jouent vraiment pour l'engagement. Après, est-ce qu'un seul acte comme ça aurait pu suffire dans un contexte plus difficile? Je ne sais pas. Et donc la mort de Beaulier, ça a eu quoi ensuite comme incidence sur la résistance à Saint-Étienne? Donc c'est un événement majeur, et comme un château de cartes, toute la résistance va progressivement s'écrouler. Donc une fois que Beaulier, qui était chef de Cizenne, est surtout arrêté, torturé et qu'il est à des risques de parler, tout le réseau de l'école des mines est en danger et va disparaître pour se protéger. Donc l'agneau va fuir Saint-Étienne parce qu'il est vraiment en danger, puisqu'il est très probable qu'il soit arrêté. Donc l'agneau qui dirigeait Troyes-Cizenne se retire, les élèves concernés se retirent, et De Fronteville lui aussi se retire et quitte carrément Saint-Étienne. Et dans la semaine qui suit, tous les chefs de la résistance de Saint-Étienne sont soit arrêtés, soit tués lors des combats pour résister à leur arrestation. Donc en une semaine, toute la résistance de Saint-Étienne est décapitée, toute la résistance de l'armée secrète est décapitée. Donc la fin du réseau de l'école des mines, c'est la fin de la résistance armée à Saint-Étienne. Montez de la mine, descendez des collines, camarades.